Il y a fort à parier que les résultats que vous avez ne sont pas les meilleurs que vous pourriez obtenir. Forcément, qui a envie de donner le meilleur de lui-même pour un manager toxique? Même votre conscience professionnelle ne sera pas suffisante. En revanche, ce dont vous avez besoin, c'est d'un leader. Ok, voilà. Là, on est dans le LinkedIn, là. On est dans le LinkedIn. Attention, les boss se servent de vous, mais les leaders vous inspirent. Ça peut être des mentors. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21h. Bonne rediffusion. Les patrons. Moi, j'aime bien les thèmes sur le travail, vous savez, j'aime bien parler de travail et tout, le monde de l'entreprise. Enfin, c'est justement parce que j'aime pas ce monde que j'aime bien qu'on en parle. Je trouve qu'il y a toujours un décalage intéressant à faire. Et puis, ça fait quelques fois, ici récemment, que je fais revenir des thèmes un peu là-dessus. On avait parlé du team building. Ce soir, évidemment, ça c'est un thème à anecdote. Hein. Si vous avez des anecdotes cool, ça part. Je mets pause dans la vidéo, je les lis. Voilà. Je me suis fait engueuler au boulot parce que j'ai dit à un haut responsable que c'était pas possible de recevoir 40 personnes par semaine à raison d'1 heure par personne en une semaine. C'est un problème de maths. 40 personnes ont une baignoire et achètent 36 ananas. Ça manquait d'une chute, mais c'est pas grave. Voilà, vous vous entraînez, il va y avoir des anecdotes cool qui arrivent. Elles arrivent, je les sens arriver là. Je les sens. Anecdote, je croyais que mon patron était cool jusqu'à ce qu'il arrête de me payer en gros. Celle-là est bien dans sa simplicité. Donc on va se poser la question, débat un peu, voilà, est-ce que par définition, en étant un patron, c'est impossible que ce soit un bon patron? Est-ce qu'on parle de bon patron dans sa fonction de patron? J'ai envie de voir ça. Et là, j'ai une vidéo sur justement les managers toxiques, le pire du management. Donc il va sûrement dire des red flags, des signes de ce qu'est un manager toxique. Voyons ce qu'il a à dire déjà. Ça faisait des années que tout se passait bien dans votre travail. Puis un jour, il a fallu que votre manager s'en aille. Ah. Et il a été remplacé. Par une IA. Vos problèmes vont commencer. Votre énergie, votre envie se sont évanouis. L'ambiance, la performance se sont détériorées. Même votre motivation, votre production vont commencer à se dégrader. Ma patronne est un sup, c'est moi-même. Ah oui, alors c'est vrai. Mais en fait, je suis bête. Il me semblait bien qu'il manquait quelque chose, un petit sondage. Qui a un patron? Moi, j'en ai un. Je suis chômeur et je suis mon patron, mon propre patron. Voilà. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Il se pourrait bien que vous ayez croisé le chemin d'un des pires managers qui puissent. Il se pourrait bien que vous ayez croisé le chemin d'un des 4 managers de l'apocalypse. Les 4 managers de l'apocalypse, comment y faire face efficacement? Cette situation, je l'ai vécue plusieurs fois dans ma vie. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que pendant cette période, votre confiance va être mise à rude épreuve. Et il faut absolument vous protéger. Ok, donc plus ou moins la moitié des votants, là, actuellement, sont en situation de salariat et ont un patron. 20% de chômeurs, quand même, 13% d'étudiants et 14% d'entrepreneurs. Moi, j'encourage beaucoup les entrepreneurs. Bravo de poursuivre votre rêve. Moi-même, j'entreprends. Alors, c'est bien. On va voir si vous avez connu un des 4 managers toxiques de l'apocalypse. C'est pour ça que je vais vous donner cette méthode aujourd'hui, qui s'appelle IDEO, qui est en 3 étapes, et pour laquelle je vous ferai une révélation surprenante en fin de cette vidéo. D'abord, vous allez devoir chercher à identifier cet ennemi, chercher à identifier ce manager. C'est le I de IDEO. Et le premier des managers, je l'appelle le manager. Ah non, il fait des jeux de mots. Et il va l'expliquer? Il va dire ça ressemble à manager, mais il y a l'heure dedans, c'est ça qu'il va dire? Ressemble à un manager, ça a le goût d'un manager. Il faut le goûter? Mais c'est juste un leurre. Ce manager, au départ, quand il arrive, il va être souriant, il va être avenant. D'abord, vous allez lui faire confiance. Et très rapidement, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ce quelque chose, ça sonne plutôt creux. Parce qu'en effet, le manager, il est spécialisé dans l'art du consensus mou. Dans l'art de ne pas prendre de décision. Le manager, c'est aussi le D'Artagnan de l'équipe de direction. Son slogan à lui, c'est pas tous pour un pour tous. Son slogan à lui, ça serait plutôt... Attends, il va faire des jeux de mots à chaque truc, il va te dire D'Artagnan. Du style, tous purins, à rien à faire. Avec le manager, jamais rien n'avance. Avec le manager, jamais rien ne fuse, si ce n'est les promesses et les excuses. Attends, parfois il dit des jeux de mots, puis il part sur des poèmes, des haïkus. Le pire manager tire son malin plaisir dans l'art de vous rabaisser. Ah non, vous pouvez pas le haïr, il est du côté des opprimés, il est du côté des salariés qui subissent les foudres des 4 managers toxiques de l'apocalypse et il vous aide à comment les reconnaître. Mais il a l'air d'un manager, c'est ça qui est étrange. Hein. Il manie si bien l'art de la pique et de la vanne que je l'ai rebaptisé Capitaine Blâme. Ah bah ok. Vous avez passé une grosse journée de travail. Vous partez à 18h, 18h30. Ah non, ça. Et là, il vous chope, il vous rappelle, il vous dit Pap, Eric, tu pars déjà, t'as pris ton après-midi ou quoi? Connu ça, très connu, t'as pris ton après-midi. Qui est même une vanne qui se répercute entre collègues, entre employés pour faire pression sur les autres. Hein. C'est ça qui est, pour moi, c'est là la partie toxique. Au-delà du manager qui le dit, c'est un autre collègue, un frère qui le dirait. Vos résultats seront jamais suffisants. Vous n'aurez jamais un seul compliment. Et plus vos résultats sont propres, plus ils cherchera à déverser ses poubelles sur vous. Et cherchez pas trop loin. Avec ce type de manager, le mot feedback se prononce vide sac.
Le troisième manager de l'apocalypse, je l'appelle le manager Golderak. Ah ouais? Ouais, c'est ça, c'est son style, quoi. C'est son. Pour moi, il y a deux alternatives là à la suite de cette vidéo, qui pour moi, pour l'instant, est un régal. Soit il continue les jeux de mots, sachant qu'il en a fait sur déjà plusieurs ici depuis le début, et donc c'est comme ça toute la vidéo et à la fois fatigant et incroyable. Soit il arrête, et là c'est encore plus énervant parce que je me dis tu peux pas commencer à en faire autant si tout d'un coup après il y en a plus. Et d'ailleurs, ça fait 3 ans que vous bossez avec lui, et en général, il connaît pas votre prénom. Et il y a un autre moyen d'identifier. En même temps, il y a... Le manager Golderak qui vous dira toujours combien à la place de bonjour et encore à la place de merci. Mais il y a un vrai risque avec lui. Et il parle trop en énigme, on dirait qu'il va nous donner une quête, que c'est un peu un genre de sage. Je veux dire, son goût pour le bon mot me fait perdre le fil de ce qu'il dit, mais... C'est de perdre votre identité, voire votre humanité. Pourquoi? Parce que tout simplement, lui vous voit comme un outil de production. Ah. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous risquez de devenir cet outil sans émotion. Et je vous préviens, passez par là, celui qui ne ressent plus rien finit par devenir ce rien. Le quatrième et dernier manager de l'apocalypse, c'est le fameux petit chef. Il n'y a pas de jeu de mots. Voilà, bah voilà, il n'y a pas de jeu de mots. Petit chef, c'est celui qui est trop petit pour manager et qui va se contenter de micromanager. Il va utiliser l'agressivité du petit roquet pensant pousser la productivité. Il va donc faire preuve d'autorité et de contrôle excessif. Il va se contenter de vous aboyer dessus en permanence parce qu'il va chercher à éteindre la flamme qui est en vous. Et ça tombe bien parce que moins vous allez briller et plus ce petit roquet, plus le petit chef... Ah mais ce que j'aurais dû mettre dans le sondage, c'est si vous êtes patron, est-ce que vous êtes votre propre patron ou est-ce que vous êtes un patron et que vous avez des employés? C'est ça toute la différence. Si vous êtes patron, ne répondez que si vous êtes patron. Je suis seul, j'ai des employés, je suis pas patron, MDR. Parce qu'on a fait les revenus l'autre fois, on a fait les trucs des revenus quand on faisait des études. On a arrivé après à qu'est-ce que ça amène comme métier, les revenus de chacun, tout ça. Et on a vu quand même qu'il y avait des riches dans les gens là. Est-ce que vous êtes patron? Vous pouvez pas vous faire autant d'argent si c'est pas des gens qui le font pour vous. Ok, 4% de gens qui ont des employés. C'est je ne suis pas patron MDR qui a gagné, mais quand même, ok, 4% à 12 personnes ici même ont des employés et regardent ce live. Peut-être que vous allez pouvoir en apprendre sur comment être un patron. En tout cas, c'est pas trop dans cet angle-là qu'on le fait, mais si ça peut vous aider, moi, voilà. Hein. C'est le D de la méthode IDEO, et le D vaut pour demander de l'aide. Savoir demander de l'aide est une vraie compétence qui tente à diminuer... Il y a la bête noire ici dans le chat qui veut du travail, donc peut-être pour les gens qui... Non, après, bon, voilà, maintenant, je peux refaire un sondage, et je vais dire, vous avez une ou deux personnes, ou 500. Peu de gens auront en fait beaucoup d'employés. Bon, ça va vite, hein, si t'as un projet, machin, voilà, tu peux vite avoir une personne ou deux qui t'aident à temps plein dans ton truc. Est-ce que ça fait de toi un monstre? Peut-être. Les premiers leviers pour créer les conditions de la confiance entre deux individus ou dans un collectif. Et demander de l'aide, vous allez en avoir besoin pour affronter ces managers de l'apocalypse. Parce qu'il vous faudra créer vos alliances, il vous faudra créer votre armée pour pouvoir les affronter, pour pouvoir affronter cette période. Ok, on est toujours dans le monde du travail. Pour savoir demander de l'aide, ça nécessite du courage. Parce que ne vous y trompez pas, savoir demander de l'aide, c'est d'abord accepter d'être dans une position de vulnérabilité. Si vous avez naturellement des difficultés à demander de l'aide, sachez qu'on est très nombreux dans ce cas-là. Et c'est lié à plusieurs choses. Premièrement, ça peut être lié à votre environnement, c'est-à-dire... Oui, et pour... Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir confusion, c'est vrai que là, lui, il parle de manager, je parle de boss, je parle de patron, c'est vrai que suivant les structures, bon, bah, t'es peut-être au-dessus comme ça, mais là, bon, dans des grosses structures, t'es manager sans être le boss, tu diriges une équipe, bon, voilà, en tout cas, c'est l'idée d'être une personne qui dirige des gens, quoi, qui manage. Avec les gens qui vous entourent, que ça soit, par exemple, dans votre travail, vous n'avez pas de filet de sécurité, c'est-à-dire que c'est même dangereux pour vous de demander de l'aide à quelqu'un parce qu'il pourrait l'utiliser contre vous. C'est vrai que dans cette idée-là, ça complexifie les sondages qu'on a fait parce que vous pouvez être salarié, avoir un patron, tout en étant manager. C'est trop compliqué. On peut pas découper tout ça, quoi. Et là, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en jeu. Par exemple, il y a des biais psychologiques, dont un qui est très connu qui s'appelle le biais de Dunning-Kruger, et celui de la puissance illusoire, qui dit qu'en gros, moins on en sait, plus on a l'impression d'en savoir. Ça vous rappelle peut-être d'ailleurs quelqu'un. Quand vous avez ce biais-là, c'est très compliqué pour vous de demander de l'aide, parce que vous avez l'impression de ne pas en avoir besoin. Et il y a aussi un autre biais, un biais cognitif, qui est très connu dans le monde du coaching. Sardoche. Qui s'appelle le sois fort et apprends à te démerder tout seul. Si vous avez ce driver-là, si vous pensez que c'est mieux de le faire tout seul, ça va être compliqué pour vous aussi de demander de l'aide. Dans ces cas-là, je vous propose de tester sur des petites choses votre capacité à demander de l'aide. Et le faire avec les gens qui vous sont proches, en qui vous avez confiance. Donc, apprenez à demander de l'aide à vos amis, à vos enfants, à votre femme, à votre mari. Et si vous le faites vraiment, vous verrez combien demander de l'aide renforce la confiance en créant du lien autour de vous. Et si aujourd'hui, vous faire face à l'un de ces managers de l'apocalypse, le risque que vous prendriez à ne pas demander de l'aide, c'est celui de vous isoler, c'est celui de faire se dégrader la situation et de la faire durer, parfois même sur plusieurs années. Mais il est quand même un peu en train de dire, si un des managers de l'apocalypse, au-delà de... Enfin, il faut que tu règles le problème, quoi. Alors à qui vous pouvez demander de l'aide ?
Vous pouvez demander de l'aide à plein de monde. Vous pouvez demander de l'aide à votre service RH, à un coach en interne, à un coach en externe. Ça peut être un Le service RH, il est de leur côté. collègue de travail qui pourrait comprendre la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre. Mais ça peut être aussi un ami, ça peut être un avocat, ça peut être un spécialiste. Mais s'il vous plaît, Son chien, son chat, si vous vivez cette situation, un coach je vous éventuellement. demande absolument de passer à l'action et de demander de l'aide. Parce qu'il est absolument nécessaire de comprendre que le courage, ce n'est pas seulement l'idée de vaincre seul, mais le courage, c'est surtout l'idée de vaincre ensemble. Votre ennemi est identifié. Il y a un truc très guerrier, ok, on prépare une bataille contre les 4 managers toxiques. Vous allez pouvoir passer à la 3e étape de la méthode IDEO. Et dans cette étape, vous allez devoir faire le choix de vous opposer. Il parle que de grosses boîtes. Oui, lui, il parle vraiment dans un cas où, en effet, le manager dont il parle dès le début s'occupe d'un des départements du truc. Lui, il part, est remplacé par quelqu'un d'autre qui dirige une équipe de, on ne sait pas, 20, 30, 40, 50 personnes. Pour près d'un salarié sur 2, c'est la mauvaise relation avec un manager qui va créer l'abandon de poste. Donc fuir la situation est une option à envisager. Que si vous avez préalablement essayé de vous opposer en vous affirmant. Dans ma vie, j'ai malheureusement rencontré que peu de personnes qui savaient s'opposer et s'affirmer sans tomber dans l'agressivité. Pourquoi? Parce que quand vous êtes énervé, quand vous êtes en colère, c'est plus facile de répondre, en tout cas c'est plus automatique de répondre à l'autre par l'agressivité, mais vous savez comme moi que c'est l'agressivité qui va contribuer à détériorer, à dégrader la situation et la relation. Bien sûr. Alors face au manager Bien de sûr. Moi, c'était l'inverse. J'avais une boss qui, en général, s'il y avait un désaccord et que du coup, je disais bah non, je pense pas que machin et tout, fait que ça commençait à avoir un désaccord, un truc, je remettais en question peut-être ce qui se passait, pas sur des conditions de travail, mais peut-être sur un projet, tu sais, un truc final, ouais, je sais pas, machin. Et bah, si à un moment je ne me soumettais pas, et ben elle s'énervait. Elle s'énervait et je trouve ça pas idéal pour la crédibilité et la bonne entente de tout le monde, quoi. Moi, je m'énervais pas. Et alors, il y a eu des fois où... Ça, c'est le petit chef, hein, je crois. Ouais. Et une ou deux fois où elle s'est énervée au point de quitter la salle de réunion et puis après en envoyant un mail à tout le monde en disant « À cause du comportement borné de Romain, eh bien, nous allons reporter, machin. » Mais moi, je me disais « Ouais, bon, dans cette histoire, c'est elle qui a l'air bête, hein. C'est elle qui a l'air bête. » Parce que si vous le faites, ça ne fera que masquer votre propre zone de fragilité sans pouvoir les renforcer. Pas cool, ta manager Roro. Bah ouais, c'est surtout elle qui faisait que je suis parti après de là-bas et que... Souvent après, dans les moments où j'ai douté de revenir au salariat, je pensais à elle et je disais non, il faut que j'ai des projets, il faut que je fasse des trucs, il faut surtout pas que je retourne là-dedans. Et ça, elle m'a inspiré, elle m'a servi de guide dans toutes ces années pour arriver à éviter ça. C'est beau. À ce manager, vous allez lui donner des billes et vous allez servir. Les managers de l'apocalypse créent des streamers. La confiance est une bien meilleure manière. Mais pour ça, vous avez besoin de renforcer 2 compétences. Ils sont savoir dire non et faire respecter vos valeurs. Et là encore, il y a 2 questions importantes à se poser. Parce que si je sais me dire non facilement... Perso, j'ai un manager que j'aime bien. Est-ce que vous reconnaissez quand même vos managers dans les 4 managers toxiques de l'apocalypse dont il parle? En effet, le petit chef dans l'autre truc qu'elle a dit là. Moi, j'ai tellement été fixé sur ces jeux de mots que le capitaine Blâme, oui, celui qui va mettre la faute, c'est ça tout le monde. Alors le Golderak, j'ai un peu oublié déjà, j'avoue. Ça, finalement, il se dit, je vais faire des noms marrants. Avec des jeux de mots, ça permettra de retenir. Mais j'en ai perdu les significations au final. Ah oui, le manaleur. Il fait comme s'il savait des trucs. Ouais, ça, il y a beaucoup. Hein, parce qu'il se retrouve dans cette position-là. Il doit faire comme s'il était crédible. Ouais. Le D'Artagnan. Tous les managers étaient comme ça. Tous, ils étaient tous les 4 traits. Ah oui, c'est celui qui te prend pour un outil. Le Golderak. Ah ouais, c'est ça. Je dois absolument travailler mon autodiscipline. Parce que se faire respecter, c'est déjà apprendre à se respecter. Ok, oui. Attends, on va passer à une autre, mais attends, petit résumé, parce que du coup, finalement, on se moque, on rigole, mais oui, c'est vrai que ça résume un peu bien tout, hein. Soit ça remet la faute dessus, soit il fait croire qu'il est plus, c'est assez vide, mais il fait croire qu'il sait un peu des trucs, voilà, et tout, mais en fait, il y a rien. Ou alors, celui, voilà, qui va vite s'énerver, le truc de l'ego et tout. Ah oui, le Golderak, donc, qui t'utilise comme un outil. Oui, bah pour moi, là, il présente comme 4 types de profils, ce qui sont en effet les 4 caractéristiques courantes, quand même, de beaucoup, malheureusement, de managers. Alors moi, c'est vrai que j'ai eu peu d'exemples, hein, comme je dis, à part des jobs étudiants, ou alors avoir des managers qui sont plus des clients parce que j'ai du freelance, j'ai vraiment eu que longtemps un truc en mode vraiment salarié, et donc avec les mêmes gens. Et c'est vrai qu'il y avait les deux profils opposés il y a la personne que je viens de vous décrire là, donc que je trouvais très toxique et tout, et ils étaient 2 à manager, et à l'inverse, l'autre, le gars, bon, bah, je trouvais qu'il avait plus un côté, parce que c'était notre premier taf, donc un côté un peu plus, formateur, accepter des erreurs, un peu guidé, un peu inspiré, quoi. Ce qu'on entend, j'imagine, d'un bon profil plutôt de boss, quoi. Alors, manager toxique, c'est de façon intelligente pour gérer avant de se casser. Ah bah voilà, très bien. Donc là, on a vu les 4 types de managers toxiques de l'apocalypse. Maintenant, comment est-ce qu'on gère ces situations? Mais c'est avant de se casser. Donc on prépare un peu le terrain, quoi.
Ce qui fait un manager toxique, ce n'est pas la mauvaise humeur constante de quelqu'un. Expert reconversion pro. Ah, c'est comme ça qu'ils se positionnent comme coach tout en venant un peu parler du monde du travail en tant que salarié. Ils sont pas direct à vendre un business en ligne, mais ils sont dans la reconversion par exemple, lui. Ok. Jordan Osébrier. Ah, son nom de famille c'est Osébrier, c'est stylé quand même. Cette personne, comme les pics de stress, la maladie, le manque de reconnaissance et le fait qu'il utilise l'intimidation toxique. Celui qui voilà, l'intimidation, on y est. Intimider et manipuler l'autre. On en connaît tous un, de près ou de loin. Et toi, Ro, quel manager serais-tu? Mais je crois que je serais un mauvais manager, hein, moi, parce que... voilà comment ça se passerait vraiment, je crois, si j'étais manager. C'est que j'oserais pas trop dire. Genre, je serais très dans le... un peu comme je fais déjà avec les gens avec qui je fonctionne maintenant, genre le monteur qui fait les replays, quoi. J'ose jamais dire, il faudrait pour telle date. Je fais, écoute, fais-le quand t'as le temps, tranquille. Malgré qu'en fait, je laisse du temps et que j'ai plus de replay en réserve et que ce serait cool qu'il y en ait un qui sort, je peux pas lui dire. Et maintenant, je commence à dire, ah, ce serait cool si je l'ai pour dimanche parce que comme ça j'en poste un là et tout, donc j'oserais pas trop dire. Du coup je pense que je me laisserais un peu, du coup peut-être je serais peut-être pas assez crédible, ce qui après me transformerait peut-être en, à l'inverse, tout d'un coup il y a un lien qui se brise. En fait je commence à peut-être subir le stress tout seul parce que du coup tu sais, de reprendre tous les bazars, pas oser déléguer machin, du coup il y a du stress, du coup je deviens irritable et désagréable avec les gens avec qui ça arrivait pas au début, voilà. Donc c'est pour ça que je pense que je serais pas un bon manager, je crois, à cause de ça. Ouais, c'est ça qui se passerait, quoi. Après peut-être j'y arriverais bien, je sais pas. Voilà, je crois qu'il y aura un mélange de j'ose pas trop demander tout en mettant une certaine exigence sur moi-même, du coup ouais, je sais pas. Ouais, à la fin je deviens le Joker sûrement. Vous remarquerez qu'il utilise sournoisement les autres pour répondre à ses besoins égoïstes. Dans cette vidéo, je vais vous partager... Ils sont marrantes comme ces vidéos-là qui sont très... Vous allez voir comme c'était une autre espèce là, comme ça. Ouais, c'est méchant là, les méchants. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous sentirez en vous une lueur de confiance ou d'espoir pour retrouver l'énergie. Après, c'est quand même dans la logique des coachs, hein, qui sont quand même anti-salariat, mais plus sur un côté, pas de déstructurer complètement ça, mais tu dois devenir toi le patron, quoi. De vous protéger de ce fléau managérial. Je ferai un thème sur le burn-out, le bore-out, le brown-out ou trop touchy. On a déjà abordé ça parce qu'on avait regardé un... Je pense qu'indirectement, on l'a déjà fait plein de fois, c'est vrai. Mais peut-être à regarder des gens, des coachs qui en parlent, ça serait peut-être trop badant pour tout le monde. Après, à voir si on peut en faire un truc intéressant. C'est parce qu'on avait vu un chouette documentaire Arte sur les bullshit jobs, là, je me souviens. Ça parlait de ça, quoi. Premier point, avez-vous vraiment besoin de lui? Ok, c'est votre manager, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de lui? Explication. À la base, le management consiste à décider des actions à mener et à les faire exécuter par d'autres. Et la fonction première du manager est d'obtenir des résultats. Et il y a fort à parier que les résultats que vous avez ne sont pas les meilleurs que vous pourriez obtenir. Forcément, qui a envie de donner le meilleur de lui-même pour un manager toxique? Même votre conscience professionnelle ne sera pas suffisante. En revanche, ce dont vous avez besoin, c'est d'un leader. Ok, voilà. Là, on est dans le LinkedIn, là. On est dans le LinkedIn. Attention, les boss se servent de vous, mais les leaders vous inspirent. Ça peut être des mentors. Type de compétences. Un savoir-faire spécifique et un savoir-être. La mauvaise humeur, la négativité et l'intimidation ne sont pas du savoir-être. Un leader donne le cap, fédère, ce que ne fait pas le manager toxique. Oh. Alors déjà, tu vas me refaire... Voilà, je fais le manager. Déjà, tu vas me refaire ce PowerPoint parce qu'il est dégueulasse. On sait même pas lire en dessous, là. Le manager toxique, lui, démobilise. Et un leader influence ses interlocuteurs positivement alors qu'un manager toxique, pas bon. Voilà. Je me rappelle des cours de RH. C'est complexe, hein, dans les grosses boîtes. Moi-même, j'ai du mal à comprendre comment ça s'articule. Moi, c'est vrai qu'en plus, c'était quand même relativement une petite boîte. Enfin, c'était une structure indépendante qui appartenait à une plus grosse boîte, quoi. Mais c'est vrai que tout le délire de il y a la RH et il y a du coup, quand c'est dans une structure, les managers qui mettent en place les trucs, qui gèrent les équipes avec au-dessus le CEO, mais souvent même, t'en as deux parce que t'en as un qui est plus dans l'exécutif, un qui est là un peu en retrait, en truc. Tu as en dessous, du coup, la RH qui s'occupe d'écouter ça, mais machin. J'allais lire quand Roro s'énerve, il a plus l'accent belge. Ah ouais? Mais quand je fais un peu genre l'abruti, je l'ai plus. Je crois que c'est un dosage qui permet de créer plusieurs personnages. Dans les grosses boîtes, c'est un terre-modèle, tu sais jamais à qui t'adresser. Bah ouais, il y a un peu de ça, quoi, j'imagine. Pas clair, hein? C'est pas clair. Et j'ai vu quelqu'un dire, ouais, là, on parle plus des managers. En même temps, trouver des vidéos qui parlent des CEO en mode gros patron. Là, on va concevoir que c'est un manager dans le sens t'es manager et en même temps en haut du bazar quand c'est des petites structures. Même, mais là, ça parle plutôt de, en effet... Tu t'es déjà énervé, Roro. Ben enfin, mais pour qui vous me prenez bien sûr. Hey, ça va aller avec ta question là? Oui, je me suis énervé l'autre fois quand j'ai... Tout le monde se rappelle du moment un peu traumatisant qui avait choqué beaucoup de monde quand j'ai dit à quelqu'un « Eh oh, arrêtez de dire de tourner la roue là alors qu'on n'a pas fini. On finit de regarder ça là, ça suffit. » Donc, avez-vous vraiment besoin de lui? Évitez-le, sortez-le de votre environnement
travail, mais protégez-vous. Une relation saine doit être réciproque. Il vous faut donner et prendre aussi. Ah oui. Et cela ne va pas toujours dans le même sens. C'est intéressant comme analyse et comme conseil parce qu'on est dans un truc qui va soulever des vrais problèmes sans remettre en question complètement le truc. À savoir, vous donnez et il prend. Arrêtez de justifier leur comportement toxique. Ah, voilà. Ça, c'est le... Justifier le comportement toxique, ça, c'est vraiment le... Comment on appelle ça? Le syndrome de Stockholm, quoi. En justifiant leur comportement. Vous adoptez des comportements d'évitement qui consistent à les caresser dans le sens du poil ou à marcher sur la pointe des pieds autour d'eux pour ne pas réveiller le kraken qui est en eux. Nous qui allons réveiller le kraken! Et des extraits de films. C'est un réflexe de survie. Oui, oui, bah c'est ça, hein. Quand t'es bloqué dans une situation comme ça, il faut que tu minimises toi-même parce que sinon tu dois affronter le fait que t'es dans cette position où tu te fais écraser. Donc, ouais, je comprends la strat, hein. Peut-être que j'ai raté ça, on a déjà abordé le sujet, mais un live sur les vidéos de coaching en entretien d'embauche et nos pires expériences, on a tous la matière là, je pense. On l'a déjà fait, ouais, il y a très 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 longtemps. Comme je le disais tout à l'heure, je pense même que c'était avec l'ancien propriétaire de cette chaîne et non moi. Oui, je me souviens. Ouais. Les entretiens d'embauche. Je crois que c'était vraiment les coachs d'entretien d'embauche, ouais, c'est ça. Comme ces parents qui s'excusent devant leurs enfants rois à tout bout de champ parce qu'ils ont peur de ne plus être aimés ou d'être détestés. Et de pousser son père Jacques hors du lit. La dernière fois, j'en ai marre. Si une personne adulte, donc de plus de 18 ans, Les extraits. ne peut avoir un comportement mature et responsable, il est temps de prendre la parole. Oui, prenez la parole. Prenez la parole. Comme le disait le... Est-ce que vous vous êtes déjà rebellé? Est-ce que vous avez déjà dit à votre patron ou patronne non? Levez-vous et prenez la parole. Oui, et plus jamais. Ah merde. Oui, j'ai eu un rappel de ma boîte. Ah merde, ah oui, vraiment ça... Non, j'ose jamais rien dire. Ouais, c'est dommage. Moi, ça doit dépendre des époques. Je crois au moment où j'ai fait ça, je bossais, j'étais pas vraiment la même personne que maintenant. Est-ce que là, j'oserais pareil? Ouais, comme je le disais l'autre fois quand on parlait de je sais plus quel autre thème, quand c'est le milieu du travail, je suis assez détaché émotionnellement et je crois que je sais quand même plus faire attention aux règles, de attention, machin, mettre plus ces trucs-là. Ça me paraît beaucoup moins flou que dans la vie de tous les jours. Mais bon, c'est vrai que au-delà de ça, la notion même juste d'autorité, et que même si t'es payé et que machin, qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui peut te dire quoi faire et à qui tu dois avoir une forme de respect, est dérangeante, quoi. C'est dérangeant, c'est compliqué. Une fois, mon patron a fait un commentaire sur la poitrine de ma collègue complètement gratuitement. Ah ouais, et elle est passée du vouvoiement au je t'emmerde très vite. Ouais, mais ça, c'est ok. Ça se fait parce que lui ne peut pas dire après, oui, voilà, machin, parce qu'après, ça retombe. Enfin, j'imagine. Enfin, j'espère qu'après, du coup, c'est oui, mais comment c'est arrivé? Du coup, c'est lui qui a lancé le truc déplacé. Du coup, oui, je l'avais convoqué. J'avais mis le dictaphone au cas où il y aurait des dingueries. Depuis, je suis toujours là. Je suis même monté en grade un peu. Attends, quoi? T'es comme les gens qui contractent pas qu'on a vu dimanche. Toi, tu vas dans toutes les situations, tu filmes et t'enregistres au cas où les propos seraient déformés. Il a offert des fleurs à toutes les collègues à qui il a dit des dingueries cette semaine-là. Ah oui, j'ai refusé de vendre des produits issus de l'anthroposophie dans la pharma où je bossais. Ah oui, ça c'est encore, ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est du, oui, c'est pas du truc de tous les jours où il serait toxique ou quoi. C'est tu t'es dit, un de nos clients a des projets n'est pas aligné avec mes valeurs personnelles, je ne peux donc pas. Ouais, ça c'est des trucs qui se font, hein. Bah, notamment dans le milieu où je bossais, où c'est vrai qu'il y a un côté quand t'es dans la pub et qu'après l'agence où tu es a comme client un parti politique par exemple. Ça m'est pas arrivé, mais je sais bien qu'il y a un côté genre ah oui, mais après du coup tu dois bosser sur ça alors qu'en fait ça n'est pas aligné. Vous aimez bien vous ça par exemple la politique? Peu importe si c'est un manager toxique ou un collègue ou n'importe qui d'autre, n'acceptez pas les intimidations. Ah attends, je me suis fait virer 2 fois de la même entreprise sous certificat médical, 2 fois la même, alors que je me faisais harceler par des clients, d'accord? En préavis, j'en ai profité pour imprimer tout le dossier que je montais contre eux. Avec les imprimantes du travail, c'était pour Night and Day. Ah ouais, les night shops là. L'une des pires entreprises de Wallonie, c'est sûr. Ah ouais, ok. Elise Lucet a fait un reportage sur mon groupe. C'est stylé ou pas? Au groupe de jazz. Excusez-moi monsieur. Excuse-moi, je viens d'imaginer elle vient de trouver à la fin du concert. Et perso, la solution a été de me reconvertir en restant dans la même boîte pour inverser le rapport. Je supportais pas d'être considéré comme un sbire. Ah donc t'as réussi à changer de fonction dans la même boîte mais plus avoir cette sensation? C'est dur hein, de pas l'avoir. Faut vraiment être dans un truc. Enfin je sais pas. Ah comme je dis au moment où je faisais ça, j'avais 2 managers. C'est vrai que si j'avais qu'un seul des deux, peut-être j'aurais pas subi cette sensation là. Mais c'est vrai que l'autre me faisait vraiment sortir cette impression de même si à la fin t'as la bonne réponse, que tu sais que t'as raison, qu'il faut faire comme ci et pas comme ça, bah tu dois t'écraser genre non mais la boss a dit que et puis voilà, et tu dois bosser sur un truc auquel tu crois pas. Ouais, il y a une sensation d'humiliation quoi, c'est bizarre. Et les dévalorisations d'autrui, arrêtez de vous taire, prenez la parole et réagissez. Ouais voilà, dites-le là. Comme des enfants. Je suis salarié, j'ai pas l'impression d'être une sous-personne non plus.
non, mais voilà, bah, écoutez, tant mieux, hein, tant mieux. Hein. Je crois que c'est une question de lieu, de cadre, de machin, et puis ça dépend aussi des gens. Moi, je crois que c'est mon obsession à moi, c'est cet aspect-là. J'ai pas fait le rapprochement, je l'ai fait par après, quand j'avais monté le replay sur quand on avait parlé d'immobilier, où tu voyais qu'il y avait un truc très émotionnel dans les gens de non, je veux plus, moi je voulais le plus vite possible pas m'abaisser à donner de l'argent à un propriétaire, aller à payer son truc comme ça, être locataire, parce que je me sentirais, c'est une position que j'aime pas, qui moi est peut-être un truc qui du coup me frappe moins, mais depuis que j'ai sous cet angle-là, depuis qu'on a fait ce soir-là, j'arrive à mieux comprendre. Mais par contre, moi c'est vrai que je l'ai avec le taf, il y a un côté, après c'est parce que la vie a fait que j'ai pas dû retrouver dans cette situation, donc c'est facile de se le dire, mais ouais, moi j'ai vraiment un truc de ah ouais non, franchement, je me sentirais pas bien de retrouver, d'avoir à nouveau un patron, quelqu'un au-dessus de moi là, au niveau du taf, ça me dérangerait fortement quoi. Moi le salariat me va bien, mon taf n'est pas une passion, j'ai 7 ans de carrière, c'est un côté, chez moi je gère mes horaires, le cadre très agréable dans un parc. Ouais c'est ça, non mais ce qui est rassurant avec le salariat, c'est que tu te pointes de telle heure à telle heure, la responsabilité techniquement, le gros avantage pour moi c'est ne pas subir la pression qu'est censée subir la boîte, qui est censée être la pression du manager dont c'est l'entreprise quoi, enfin je dis manager, dont le boss, le machin, enfin en tout cas le principe de la hiérarchie fait que s'il y a des problèmes, c'est pas surtout si t'es pas directement responsable et c'est pas toi qui a créé le problème, et l'avantage c'est la pression n'est pas c'est pas toi qui porte le truc et donc ça t'enlève un peu ce stress là. En théorie j'aime bien la sécurité financière, mais jamais je ferai un truc avec lequel je suis pas d'accord au taf, même si je dois me faire virer pour ça. Ouais écoute. Oui vous savez mettre votre limite. Écoutez, regarde, il vous regarde, il est très attentif à ce que vous dites et il est plutôt d'accord. Oui c'est ça, c'est en théorie mais il y a des gens qui sont peut-être bloqués dans ce truc là. Moi je le rappelle souvent à Rara d'ailleurs, qui je trouve elle rentre et alors elle rentre, elle fait ah là là, en ce moment il y a ça et du coup il y a ça et c'est super stressant et tout, et je lui fais décortiquer le truc en disant attends, s'il y a cette situation là, est-ce que c'est de ta faute? Souvent non, et du coup est-ce que c'est vraiment à toi de juste gérer ce truc là, ou est-ce qu'en fait du coup comme c'est la faute du client parce qu'il a envoyé ça en retard et machin, et qu'en plus ton manager n'a pas mis cette pression là-dessus, est-ce que t'es censé stresser autant pour ça vu qu'en fait c'est pas ton truc? Non. Voilà. Mais et je comprends, mais ça revient quand même à chaque fois. Après ça part d'une envie de faire du bon travail, hein. En vrai ça se respecte, et puis elle a des gens, ils ont l'air cool à son taf quoi, je veux dire, c'est pas toxique et tout. Peu importe le milieu social, mais les gens ont tendance à se taire jusqu'à ce qu'une personne prenne la parole. Alors, difficile quand on a la tête dedans, c'est ça. Les gens continueront à tester vos limites, comme les types qui écoutent leur musique sans casque dans les transports, la musique hyper forte. Si vous ne dites rien... Je lui transmettrai les cœurs. Mais ça va, ça a pas l'air d'être un enfer, hein. C'est juste fatigant, je crois, mais c'est tous les gens qui ont un truc... moi, ça m'épuiserait aussi. Hein. Le manager toxique, comme toutes les personnes toxiques, utilisera la colère pour vous influencer, vous snober. Elle fait quoi? Je sais pas vous dire ce qu'elle fait. Non, parce que je regarde un personnage que je nomme Rara, qui me sert à raconter des anecdotes sur le quotidien, mais bon, je pense qu'elle préfère avoir une vie privée. Je travaillais dans la restauration, j'étais chef de salle dans un resto, les patrons étaient des amis, j'étais salarié, mais il paraît que le milieu, la restauration, les bars et tous les trucs, c'est compliqué. Hein. Il paraît que c'est quand même... Alors pas forcément à côté des boss, j'imagine, mais c'est le cadre, les horaires, l'intensité du truc. On a obtenu une étoile, je me suis donné à mort et du jour au lendemain, j'ai plus pu me lever. Ah ouais, t'as créé un burn-out parce que t'as pris la responsabilité de la réussite du resto, quoi. Ouais, tu t'es trop investi personnellement dans le truc. Y a pas de rara. Y a pas de rara, en fait. Voilà, désolé, la vérité éclate. Non mais je dis que passer 35 heures par semaine dans un job mais s'en foutre, c'est un peu triste. Ah ok, c'est intéressant vu comme ça. Si tu t'en fous complètement, vu que tu y passes tant de temps, c'est con parce qu'il faudrait l'apprécier plus. Ouais, moi c'est plus dans l'autre sens, c'est dommage qu'on doive y passer tant de temps, c'est ça qui est tragique quoi. Mais le fait de se dire c'est parce qu'on y passe tant de temps qu'il vaut mieux que tu trouves ça cool. Après pour moi le bon juste milieu c'est ne pas trouver ça désagréable, mais que c'est pas là-dedans que tu mets ton épanouissement, tu vois, pour moi c'est ça la bonne position en tant que salarié. Bon, c'est le côté ça va, t'as pas un manager horrible, t'as des collègues plutôt sympas, c'est pas stressant en mode tu dois arriver à la minute près, machin, c'est un peu flexible et tout, voilà, conditions sympatoches, mais en même temps c'est pas ça qui te fait t'épanouir en tant que personne et tout, c'est ce qui amène les ressources qui te permettent de payer tes trucs, et puis tu t'épanouis à côté quoi.
Est-ce que c'est pas ça l'équilibre? Mais bon, ça dépend si tu as de l'ambition. Ouais. Après moi, je peux comprendre l'aspect avoir des périodes dans sa vie, je l'ai eu dans l'ambition, dans le taf, dans des projets, mais pour moi ça a du sens alors si c'est ton projet quoi. Mais je trouve ça bête de mettre beaucoup d'énergie et d'ambition et tout dans la boîte de quelqu'un d'autre, même si je comprends, c'est dans un truc de monter en grade dans ce bazar là, mais bon, ouais. Ou alors il y a des exceptions, ou alors c'est une boîte qui fait des trucs magnifiques, qui sauve des gens, je ne sais pas, mais c'est vrai que sinon, mettre vraiment de l'ambition et trouver du sens dans un truc de bureau, enfin je sais pas. Ça démontre du domaine, c'est ça. En recherche, t'as une sorte d'idéal plus grand que toi pour lequel tu bosses, c'est ça, voilà, il y a plein de trucs. C'est vrai que la recherche, si t'as fait ton truc, ton doctorat en machin, et que t'es hyper passionné dans ton truc, ça c'est un délire aussi, je comprends, ouais. Mais est-ce qu'on peut parler de milieu de la recherche, t'as plutôt des subventions, c'est pas ça, t'as plutôt des gens qui te financent tes trucs, t'as pas vraiment un boss, je sais pas. Faire un taf qu'on aime trop, vivre de sa passion, c'est hyper ingrat. Quand ça marche pas, qu'est-ce que tu peux remettre en question, toi? Ah oui, ok. Oui, bah là, si c'est ton projet et que, alors après, il y a le cas, vivre de sa passion et machin, et faire un taf que t'adores dans un truc que t'adores, mais en fait, t'es salarié dans une autre boîte. Là, peut-être c'est le bon équilibre, parce que la pression est pas sur toi, en même temps, tu kiffes ton taf. Bon, bah, en fait, c'est super aussi, finalement. En vrai, pourquoi pas? C'est vrai. Mais ça que je disais, l'argument du salariat tout à l'heure, c'est le côté intéressant, c'est, voilà, t'as pas la pression, en théorie, t'as pas la pression du bazar, qui est le défaut de quand tu gères ton bazar, de si là, je suis malade, si ça va pas, le truc s'effondre. Moi, franchement, ça fait deux trucs, je crois que c'était la semaine dernière quand on parlait des trucs des études, on a fait le sondage, vous étiez plein à dire, en fait, moi, ça va, j'aime bien mon taf. Donc, qui a l'air d'avoir un truc de... Bon, évidemment, c'est biaisé, c'est vous, c'est machin, c'est les gens qui ont voté, mais je crois que j'ai peut-être une vision exagérée quand même de à quel point tout le monde détesterait son travail, quoi. Parce que ce serait sûrement ma situation, parce que j'ai un entourage dont c'est le cas pour beaucoup, que les gens aient du mal à trouver du travail, ça c'est sûr, et l'air d'avoir fait plein de gens dans leur taf qui aiment bien, et qui ont pas des patrons forcément horribles. C'est intéressant. C'est que moi, je dois avoir en effet un truc aussi, que je me suis construit avec ça à l'époque, que j'ai pas aimé, que quand j'ai fait le salariat, j'aimais pas, et que là, moi, j'ai un truc de, je saurais m'investir que si c'est mon truc, et quand c'est les trucs des autres, plus compliqué, ou alors faut que ce soit temporaire, et que ce soit une commande, enfin, comme je faisais du freelance ou autre, mais j'ai peut-être pas la manière d'être, mais en fait, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont, bah oui, c'est pas ma boîte, donc je vais pas reposer la repression sur moi, mais j'ai envie de faire du bon travail quand même, de contribuer à ce truc global. Bon, pourquoi pas en fait, hein. Pourquoi pas. Travail très nul, mais conditions de travail paradisiaques, donc je reste. Ah ouais, genre tu t'ennuies, mais c'est tranquille. Moi, je préférerais peut-être si je devais choisir, hein, un peu ce que les gens disent quand les gens disent c'est la planque. Non, moi je suis là, c'est la planque. On va mettre une nouvelle règle qu'on a parlé très longtemps et qu'on a décroché. Peut-être je mets une nouvelle vidéo. De toute façon, on va bientôt clôturer le thème. Là, ça fait déjà quand même presque une heure qu'on parle de ça. Bon, c'est intéressant. Moi, j'aime le sujet du travail. Peut-être parce que j'ai plus travaillé depuis... Voilà, pour clôturer, les 10 habitudes des meilleurs managers. Comme ça, on a le positif. On a le positif. Et en plus, lui, c'est le spécialiste des managers, la brève du manager. Quand on cherche le contenu manager sur YouTube, c'est lui qui ressort en premier. Voilà, du contenu positif. Il va nous dire qu'est-ce qu'un bon manager. Eric Nolot, j'ai pas la ref, ça fait plusieurs fois que vous écrivez ça, c'est son sosie. Donc c'est lui là. C'est la même colorimétrie en tout cas. C'est le même code couleur, ouais. Ouais, ok. Il est plus alpha, lui. Il a un menton plus proéminent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Les managers en entreprise sont amenés à gérer un très grand nombre de choses. Et il peut parfois paraître difficile de discerner ce qui va faire la différence entre un excellent manager et les autres. Alors, à votre avis, croyez-vous être l'élu ou pas? Alors bien sûr, vous trouverez de nombreuses réponses à cela dans toutes les études et les articles. Pour l'instant, il y a 60% d'extraits qui sont publiés sur le sujet et dont je vous fais part d'ailleurs régulièrement sur cette chaîne ou encore au travers de votre expérience et vos propres observations sur le terrain. Maintenant, il me paraissait intéressant de vous compiler les 10 habitudes qui m'apparaissent comme étant les plus importantes et que j'observe notamment... J'ai encore oublié mes lunettes, hein, c'est fou. Il y a des rêves Matrix, j'oublie mes lunettes Morpheus, quoi. Excellence dans les entreprises que j'accompagne. Alors bien sûr, si d'autres habitudes vous apparaissent essentielles et ne sont pas citées dans ce top 10, qui n'est que le fruit de mon humble observation... Ça se voit trop que c'est un manager. Mais en fait, il l'est peut-être pas vu qu'il est coach et manager, mais je trouve c'est un manager. Donné sur le sujet, eh bien, faites-moi part en commentaire, car c'est toujours passionnant. C'est pour ça que pour les premières, là, dans les trucs, j'ai quand même essayé de trouver des comment reconnaître
connaître manager toxique pour qu'il y ait un peu de matière, parce que là, c'est vrai que dès que ça part dans le positif du c'est quoi un bon manager, c'est un peu consensuel, quoi. Voici donc selon moi les 10 habitudes principales des managers d'excellence. Habitude numéro 1. Le manager d'excellence a une vision claire de ce qu'il souhaite construire avec son équipe. Et oui, en effet, beaucoup de managers... Une mission de vie, comme on dit dans le New Age. De gérer à la fois les personnes, les actions et les décisions qu'ils prennent au jour le jour, en réaction aux circonstances, sans avoir derrière un projet à long terme qu'ils souhaitent construire avec leur équipe. Et la conséquence à cela est très simple, c'est que notamment, atteindre un résultat que l'on ne sait pas vouloir atteindre, ça marche pas trop. Habitude numéro 2, le manager d'excellence pose un cadre de fonctionnement clair et rassurant où chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Et oui, en effet, imaginez par exemple une équipe sportive, comme disons une équipe de rugby, où les joueurs ne savent pas exactement ce qu'ils ont à faire. Ils ne savent pas quel est leur poste, les règles du jeu, comment... C'est vrai qu'il a l'air d'un mec qui a fait du rugby. Passe du jeu, qui fait quoi, etc. Eh bien, vous vous doutez du résultat, ça va être du grand n'importe quoi. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais en travaillant dur et en étant unis, vous allez... On a compris, ok? Il brasse du vent, lui pas étonnant qu'il soit manager. Alors, tu me fais penser à une question. Est-ce que selon vous, en fait, c'est vraiment un métier du rien? Est-ce qu'en fait, c'est un métier difficile? Manager, c'est dur, selon vous? Moins qu'on le dit, pas du tout. Le plus dur. Oui, c'est dur. Ah, ok. Parce que des gens pourraient avoir l'argumentaire de dire non, en fait, c'est un faux job, tu dois plus réellement faire quelque chose, tu fais que machin, diriger les gens, voilà, en fait, tu produis plus rien, voilà, et puis en fait, si t'as la personnalité qui va avec, tu fais ça. Ça peut être difficile comme ça peut être une planque, tout dépend du contexte, c'est vrai. Hein. D'une boîte à l'autre, de la quantité de gens, voilà. Parce que le côté manager, diriger une grande équipe avec en plus plein de gens quand même au-dessus de toi qui après remettent sur toi le problème quand ton équipe fait pas les chiffres et machin et que c'est ça qui doit mettre une pression, ce qu'on oublie, c'est ça. On parle ici des patrons, des managers, on n'est pas que forcément en haut de l'échelle et donc t'as des gens au-dessus de toi derrière qui peuvent être toxiques avec toi, ce qui te rend toxique avec ton équipe, ce qui fait que les collègues entre eux sont toxiques et puis en fait c'est comme un ruissellement de toxicité quoi. Moins qu'on le dit, moi j'aurais mis moins qu'on le dit, quand même des gens qu'on dit pas du tout. Moins que ça essaie de faire croire, oui je pense aussi c'est comme la même tech que quand on dit les entrepreneurs prennent des risques, nanana. Pour moi c'est un peu les mêmes trucs de dire ça, oui les managers c'est compliqué, voilà, bon, en vrai... Le cadre doit être défini de manière très claire. Donc qui fait quoi, où s'arrête le rôle de l'un et où commence celui de l'autre. Ah mais on a vu, c'est ça, qui expliquait que tu fais grader un employé talentueux à un poste qu'il ne sait pas faire pour le récompenser. Oui, je me semble que ça c'était dit dans le truc qu'on avait vu sur les bullshit jobs et après du coup lui-même était pas compétent, machin... Habitude numéro 3, le manager d'excellence sait à quel point il est important de fédérer et de créer une équipe soudée entre eux et autour de lui. En effet, une équipe est... Bon, je m'ennuie.